Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qui maîtrise une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret, au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Naufal Lakzali, j'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matierd. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Marketer Moment. Aujourd'hui, nous recevons Audrey Dudal-Collet de chez Shopapop. Salut Audrey. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, on va parler du cas assez particulier en termes de marketing de Shopapop. Et pour entrer dans le vif du sujet, Audrey, raconte-nous d'abord ton parcours dans le marketing, ce qui t'a amené au poste de CMO chez Shopapop, et puis évidemment l'activité, puisque notre sujet va être très lié à la spécificité ou singularité du business model et des opérations de Shopapop. Oui, alors pour commencer, donc moi je travaille depuis une douzaine d'années dans le milieu du marketing digital, avec notamment plusieurs années passées dans le e-commerce chez Lengo, une autre le site nantaise, où j'étais sur un poste de Product Marketing Manager durant mes dernières années. Et j'ai travaillé pendant un petit peu plus de 6 ans. Et depuis 2 ans et demi, je me suis lancé un nouveau défi en rejoignant une autre scale-up nantaise, du coup chez Shopapop. Mon rôle chez Shopapop, avant de vous donner plus de détails sur ce qu'on fait, tout le monde ne nous connaît pas forcément, mais je rentrerai après dans le détail. Je suis d'abord arrivée en tant que coordinatrice marketing international, c'est-à-dire que je suis arrivée au moment où on ouvrait l'activité de Shopapop dans d'autres pays européens. Et mon rôle était de recruter, former les autres marketing managers internationaux et m'assurer qu'ils avaient tous les outils et les éléments à disposition pour que ça fonctionne dans les autres pays et assurer le relais avec les équipes françaises. Et depuis 1 an, je suis passée sur du coup la fonction de CMO, du coup directrice, on va dire marketing group. On a décidé en fait que les équipes qui étaient avant marketing France travaillaient en fait au service de tous les pays, avec toujours une prédominance pour les activités françaises en relation avec le niveau de chiffre d'affaires. On s'est dit que comme ça, on allait bénéficier de l'expertise de personnes qui étaient déjà experts de HubSpot, des outils comme Braze, l'acquisition, pour le transposer dans les autres pays, plutôt que dans chaque pays, essayer de reconstruire la roue en ayant des grandes équipes marketing. Ok. Et j'ai eu une période de transition l'année dernière où j'ai géré aussi l'équipe brand et communication qui est maintenant gérée par une autre personne. Donc aujourd'hui, je suis à 100% marketing et international. Canon. Et du coup, Shopapop, donc on retient, c'est une scale-up nantaise, à présent présente dans plusieurs pays. Je pense qu'on va y revenir au cours de l'épisode. Et maintenant, le modèle, qu'est-ce que Shopapop fait, opère et permet? Tout à fait. Donc en effet, on est présent, on couvre tout le territoire français. On est présent au Benelux, en Italie et en Espagne. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Shopapop, même si je suis persuadée que vous avez déjà eu recours à nos services, donc on a été fondé en 2015 et c'est une solution de livraison en cotransportage. On opère dans le cœur de l'économie collaborative, c'est-à-dire qu'on a créé une communauté de commerçants, de consommateurs et de cotransporteurs qui s'engagent pour des livraisons vertueuses. On a donc on est tripartite, on va dire. On a d'un côté les commerçants qui vont proposer la livraison à domicile en cotransportage à leurs clients, principalement des grandes enseignes comme les Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, etc., qui ont déjà leur propre solution de livraison parfois, des camions ou autres, et qui nous utilisent en complément ou en totalité pour gérer la livraison à domicile pour leurs commandes passées
sur les plateformes e-commerce en drive, mais aussi pour ce qu'on appelle chez nous la sortie de caisse ou lâcher chariot. Voilà, quand la personne fait ses courses au magasin, ne peut pas les ramener chez elle, dans ces cas-là, la livraison est ensuite opérée par Shopopop. Et en fait, Donc, quand tu dis opéré par Shopopop, c'est pas opéré par vos équipes, mais c'est là qu'on est dans un aspect communautaire, c'est que vous avez alors que vous appelez les Shopopopers, les transporteurs, tout à fait. Alors, avant, on les a appelés les shoppers. Avec l'internationalisation, du coup, on a décidé de changer de nom il y a, je dirais, un an et demi. On a fait un travail sur notre plateforme de marque. Et on s'est dit que les shoppers, c'était pas tout à fait le bon terme, parce que shopper, on aurait tendance à penser que c'est eux qui vont en magasin faire les courses pour la personne. Voilà, donc on a utilisé un autre nom. On les appelle maintenant les co-transporteurs. En fait, on souhaite s'inscrire aussi, Shopopop souhaite s'inscrire comme le leader du co-transportage. Comme vous pouvez connaître Blablacar qui propose du covoiturage, nous, on est sur le secteur du co-transportage. Et donc, c'est des particuliers, en effet. C'est des personnes avec qui nous n'avons pas de contrat, pas de lien de subordination. C'est une communauté qui profite de ces trajets du quotidien, ce qu'on appelle chez nous les trajets réguliers. On va au travail, on rentre du travail, on passe par la salle de sport, on pose les enfants à l'école, etc. On va nous-mêmes au drive. Eh bien, en chemin, on en profite pour récupérer des courses dans un drive. Ça peut être en même temps qu'on récupère des propres courses. On les dépose ensuite à quelqu'un de notre quartier, un consommateur en chemin. Et en échange du service, ils perçoivent un pourboire de quelques euros. Donc, en gros, c'est un coup de pouce pour arrondir les fins de mois tout en rendant service. Et eux, ils ont accès aux livraisons via une application mobile. Les commerçants ont de leur côté soit un back-office, soit une API pour les commandes. Et de l'autre côté, on a notre communauté qui est sur notre application commune. Et qui est notifié quand il y a une course, qu'ils sont géolocalisés. Ce qui est intéressant dans la préparation de cet épisode, c'est que tu assistais sur le fait que ça se rapproche beaucoup de Blablacar dans le sens où c'est pas censé être un side job ou un job à temps plein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la livraison qu'on connaît, type Deliveroo, Uber Eats, mais que c'est vraiment en complément avec un côté très communautaire et très... alors, solidaire, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, dans le sens d'un service ajouté et pas une occupation à temps plein. Tout à fait. C'est en ça qu'on essaie de se démarquer aussi. Bon, il y a eu toute la frénésie, on va dire, quick commerce qui a débarqué aussi dans nos vies il y a quelques années, notamment encore plus pendant la période du Covid. Alors, quick commerce qui touche principalement les zones urbaines. Nous, on a une particularité, je reviendrai dessus aussi quand je parlerai un peu plus tard de notre acquisition, mais d'être à la fois sur les zones urbaines et rurales. C'est-à-dire que c'est un service qu'on peut proposer aussi dans une zone très peu peuplée dès que quelqu'un a une voiture. Et en effet, l'objectif, c'est des personnes qui, soit certaines veulent un petit pourboire pour arrondir leur fin de mois, ont besoin de lien social. Des personnes, on a beaucoup de co-transporteurs qui sont des personnes à la retraite, par exemple, qui ont besoin de maintenir un lien social. Et notre objectif, c'est justement pas que ces personnes fassent un maximum de livraisons sur notre application mobile. Notre application, en fait, est constituée de divers algorithmes, dont un qui fait en sorte de répartir aussi les livraisons. Si quelqu'un a déjà fait, entre guillemets, trop de livraisons cette semaine, aujourd'hui, normalement, il ne va pas être notifié et il ne va plus voir les livraisons apparaître. D'accord, donc c'est capé. Et oui, et on va faire en sorte aussi de pousser, nous, ce qu'on appelle dans notre application, trajet régulier. C'est-à-dire que les personnes peuvent rentrer jusqu'à 6 trajets du quotidien, les horaires qui vont avec, les jours. Et dans ces cas-là, nous, on va leur pousser en notification notamment les livraisons qui correspondent à leur trajet du quotidien. Super. Et aujourd'hui, en quelques chiffres, Shopopop, ce que tu peux dévoiler d'ailleurs en volume d'affaires, en nombre de trajets en communauté, en résumé, c'est quoi ? Alors, depuis qu'on existe, donc depuis 2015, on a généré en tout 8 millions de livraisons, France et Europe. On a une communauté d'utilisateurs. Alors, ce sont nos clients. Enfin, ce sont les clients qui se font livrer les co-transporteurs. On a 1 750 000 à travers l'Europe, utilisateurs. Et dans la communauté de co-transporteurs, on est aux alentours de 150 000 co-transporteurs qui ont au moins réalisé une livraison dans leur vie. D'accord. Voilà. Et alors, c'était la fin de l'année dernière, je pense qu'on avait dépassé aussi le million de téléchargements de l'application sur les stores. Super. Et en résumé, aujourd'hui, vous êtes donc France
Allemagne et Espagne. France, Italie, Espagne et Benelux. D'accord. Voilà. Pardon. Ok, alors cette partie internationale, elle va être intéressante quand on parlera justement de comment est-ce qu'on scale et comment est-ce qu'on se lance à l'international. La spécificité donc, du modèle marketing, c'est que vous êtes multi-cible de ce que j'avais envie d'appeler le B2C2B. On parle beaucoup de B2B2C, mais quelque part du B2C2B, c'est-à-dire que vous avez vos clients, les clients vos clients professionnels, supermarchés, et les gens qui vont vendre les biens qu'ensuite vous livrez, les transporteurs, donc les co-transporteurs, et puis le client final, ce qui veut dire qu'en termes de canaux, de livraison de messages, de mix marketing, on est sur quelque chose d'assez exotique, puisqu'on a plutôt, généralement, on a une dichotomie B2C, B2B. Alors vous êtes à l'intérieur de ce spectre un peu partout et une place assez singulière du coup. Oui, bah, c'est ça. En effet, on a le B2B, bah, ça va être le supermarché, le fleuriste, qu'on doit approcher pour aider nos équipes commerciales. Donc là, on travaille sur des actions, on va dire, de lead gen pour les aider, de fidélisation. On a le B2C, c'est la communauté de co-transporteurs. Et sans eux, bah, il n'y a pas de livraison. Donc, on en a besoin. Et en effet, on a le destinataire, le client final. Entre guillemets, c'est l'ensemble des consommateurs, on pourrait dire l'ensemble de la population française, qu'on veut sensibiliser au cotransportage. Ce qui fait que, par exemple, pour du consommateur final, là, on va travailler plus des axes, plus de notoriété globale, on va dire, de marque, qui est, par exemple, un de nos enjeux assez forts pour 2024, parce qu'on aimerait que Shop Hop Hop résonne comme d'autres services dans le quotidien des Français. Et après, bah, on a les actions, donc je disais B2B pour aider les équipes commerciales, et nos actions B2C pour mettre en parallèle la communauté. Parce que si on peut avoir, je sais pas, des zones où on ouvre des nouveaux magasins, si derrière on n'a aucune communauté, bah, les livraisons ne partiront pas. Et dans ces cas, le magasin il va vite faire demi-tour et nous dire bah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais. Donc les deux, en fait, doivent toujours être en équilibre. Et du coup, toi, à quel point, je dirais, tu as besoin d'avoir un top of mind chez le client final? Dit autrement, est-ce que les commerces sont un vecteur d'acquisition où il faut que tu aies une acquisition qui soit à la fois en B2B, je dirais relativement classique parce que tu connais ta cible et que c'est un trajet qu'on imagine, mais en B2B, puis cette espèce de double B2C des co-transporteurs dont on va parler plus en détail parce que c'est eux qui sont une cible spécifique, donc c'est pour ça que ce use case est intéressant. Mais pour ce qui est du client final, quelqu'un comme toi et moi, est-ce que tu es aidé par les points de vente ou est-ce que c'est un canal en soi qu'il faut que tu développes pour augmenter le nombre d'utilisateurs final? Donc, c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler sur ce qu'on appelle, nous, de la co-communication avec les enseignes. On a directement en point de vente des supports de communication, du print, des badges, des flyers, etc. pour qu'en point de vente, le client, quand il va faire ses courses, il soit au courant on propose de la livraison à domicile. Et après, c'est plus ou moins mis en avant aussi selon les magasins, selon les drives, selon la volonté qu'ils ont aussi de travailler, de pousser cette livraison à domicile. Donc, on a une communication voilà, en magasin. Après, on a des campagnes aussi de communication qui sont organisées des fois conjointement avec certaines enseignes à l'échelle nationale, par exemple, pour pousser, démocratiser la livraison à domicile. Et puis sinon, c'est un travail qu'on fait de notre côté sur nos réseaux sociaux, sur pas mal de presse. Sur cette partie-là, on a fait beaucoup de publications de presse en local. Alors, un petit peu moins cette année, mais sur 2022, 2021, un peu 2023. Dès qu'on ouvrait une nouvelle zone en France, il y avait une couverture aussi locale pour éduquer un petit peu tout le monde. Donc, en effet, on joue sur des tableaux à la fois locaux et à la fois nationaux. Et il y a des zones, alors par exemple en région nantaise, on est connu parce qu'on vient de là, donc notre popularité est quand même beaucoup plus forte. Mais notre objectif, c'est d'être connu partout sur le territoire français et que les gens se disent, tiens, je me fais livrer à domicile. Ah, je sais que c'est avec Shop Hop Hop. D'accord. Et après, on essaye aussi, d'être... on pousse, alors c'est pas toujours facile, on essaye d'être présent aussi sur les tunnels e-commerce des enseignes. D'accord, des drives, typiquement. Ça, c'est pas dépendant que de nous, donc... Ouais. Ah, il y a des DSI, j'imagine, il y a de l'intégration. Voilà.
Mais donc, oui, donc tu dois avoir quand même une strate, notamment via les PR, qui font que le client final doit avoir identifié le service Shopopop, même si effectivement tu as des actions de co-acquisition avec les lieux de vente. Le sujet principal, c'est donc cette cible un peu hybride qui est B2C, B2B, tout ce que tu veux, qui sont les co-transporteurs. Et ce qui est intéressant, et je pense que ça résonnera avec Blablacar, qui est un bon exemple, c'est comment est-ce qu'on fait de l'acquisition B2C pour opérer une sorte d'action B2B. Alors, première question, ces co-transporteurs, qui sont-ils? Quel est leur profil socio-démographique, leur répartition géographique, leur âge? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette population donc de 150 000 on va dire, co-transporteurs actifs aujourd'hui? Géographiquement, entre guillemets, ils sont sur toute la France. C'est ce que je disais. Par rapport à du quick commerce, on a cette particularité-là de pouvoir opérer aussi en zone rurale. Donc, on les trouve un peu, voilà, que ce soit en zone urbaine et rurale. Et des fois, justement, contrairement à d'autres plateformes, on ne va pas forcément viser toujours d'ouvrir les capitales. Paris, ça n'a pas été notre cible première, Paris intramuros, parce que ce n'est pas le plus simple non plus pour, par exemple, se déplacer en voiture, faire livrer les courses, etc. Donc, on cible un peu globalement tout le territoire. Après, notre cible, c'est dès qu'on a l'âge d'avoir une voiture, entre guillemets, le permis. Toutefois, on a un temps ciblé pas mal les étudiants. En fait, c'est pas les plus fidèles. Ils téléchargent l'app, ils regardent, ils font peut-être une livraison, ils passent vite, entre guillemets, un peu plus à autre chose. Donc, on a un spectre qui est un peu plus large et on cible peut-être de 25 à 65 ans. Et on se rend compte que des personnes plus âgées nous sont aussi plus fidèles. Alors, peut-être aussi parce qu'ils ont plus de temps à y consacrer. Et puis après, on cible un spectre large parce qu'une personne, je ne sais pas, de 40 ans va avoir une période de sa vie où elle a plus de temps à consacrer à Shopopop parce qu'elle est peut-être en période de transition, au chômage, par exemple. Mais 6 mois plus tard, elle aura retrouvé un nouveau travail ou elle viendra d'avoir un enfant, etc. Elle aura moins de temps à y consacrer. Mais par contre, ça peut revenir à d'autres moments de sa vie. Et après, en termes de catégories socio-professionnelles, on a un peu toutes les catégories socio-professionnelles. Toutefois, c'est sûr qu'on a plus des personnes qui sont à la recherche aussi de complément de revenus, je de suppose. compléments de revenus, etc. Et certains le font aussi un besoin de lien social. D'accord. Certains de nos co-transporteurs nous l'expriment aussi, c'est je me sens un peu isolée et du coup, j'occupe un peu un moment de ma journée. Ça me permet d'avoir du contact aussi avec d'autres personnes. Et à titre d'information, le panier moyen ou le gain moyen pour un co-transporteur d'une course, ça se situe dans quelle fourchette? On a une moyenne entre 5 et 6 euros. Et en fait, ça va à chaque fois dépendre de la distance parcourue. Des fois, il y a 1 kilomètre, des fois, il y en a 15. Donc, dans ces cas-là, on va aussi réadapter le pourboire. Et en fonction aussi de la volumétrie, c'est-à-dire que c'est différent si on livre juste, entre guillemets, un bouquet de fleurs depuis le fleuriste, chez le fleuriste, ou si on a un volume de course un peu plus conséquent. Et du coup, on adapte, c'est un algorithme aussi qui adapte en fonction de ces différents éléments. D'accord, donc il y a une double, c'est distance et typologie de livraison. Voilà. Et on indique aussi, alors si après les gens veulent regarder sur l'application, on indique aussi sur l'application si c'est une livraison aussi où il y a étage, ascenseur, etc. On estime, entre guillemets, si une livraison est plus ou moins complexe à réaliser. Dans ces cas-là, on récompense en fonction aussi le co-transporteur. Ok, donc on retient que c'est une cible très large à partir du moment où elle a son permis de conduire et qu'il y a probablement des profils en fonction des trajets réguliers, de la typologie de trajet, enfin il y a des profils qui ressortent. Et alors le fait que ce soit une cible assez large rend virtuellement simple. Alors, je pense que la réponse va être bien sûr beaucoup plus pondérée, mais l'acquisition, quand on a, quand il faut qu'on aille acquérir, et j'imagine, on y reviendra ensuite sur la partie géolocalisée, parce qu'il y a des endroits où il doit y avoir plus de demandes que d'offres et inversement. C'est quoi le mix marketing que tu mets en place pour chercher, alors composer cette
cette communauté, puis la faire évoluer, puisque j'imagine qu'en fonction de nouveaux territoires que vous ouvrez, ça doit un peu changer. Donc, il doit y avoir du fil rouge peut-être, et puis des pushs particuliers sur certaines zones qui sont plus prioritaires à certains moments, non? Tout à fait. Bah, c'est un mix. On a ce qu'on appelle l'acquisition. Alors, on passe par des canaux tels que les canaux Meta, Google Ads, où on a des campagnes qui tournent en continu et qui sont géolocalisées. Et l'objectif, c'est le téléchargement de l'application. Campagne, que ce soit iOS et Android aussi, qui tournent sur les deux OS. Et après, en complète, on a en effet ce qu'on peut appeler parfois des zones de tension, c'est-à-dire que on a plus de livraison que de co-transporteurs. Donc ça, c'est un travail conjoint de mes équipes marketing avec les équipes service client, avec les équipes account management qui sont là aussi à l'écoute du terrain et vont nous dire, bah là, sur ce magasin-là, par exemple, ou alors le magasin a prévu de faire X% de plus de livraison sur les prochaines semaines, mais on sent qu'on a déjà des difficultés à faire partir les livraisons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, dans ces cas-là, on peut aussi lancer de la réactivation, des emails, du remarketing, par exemple, pour cette partie-là. Et après, on a des périodes plus tendues chez nous. Alors, on va avoir l'été, notamment, parce qu'on a un déplacement de population. Donc, les gens vont vouloir plus se faire livrer sur la côte atlantique, dans le sud-est, sur l'île de Ré, l'île d'Oléron, par exemple, des choses comme ça. Sauf que c'est pas là où, habituellement, on a la plus grande communauté. Donc, il faut, à partir de juin, mettre en place une stratégie un peu plus musclée, augmenter les budgets, etc., pour conquérir des nouveaux co-transporteurs, parce qu'il y en a qui ne sont pas sur ces zones-là. Nos co-transporteurs, ils sont aussi en vacances, entre guillemets, donc ils ne font pas ça toute l'année, ils font ça par période de leur vie. Pareil, à l'approche de Noël, alors forcément, à l'approche de Noël, des réveillons, on a aussi beaucoup de livraisons à domicile, donc il faut aussi mettre en phase la communauté. Donc dans ces cas-là, on va compléter nos campagnes digitales, Meta, Google Ads par... on a testé des campagnes sur Le Bon Coin, par exemple. On a testé de la télé segmentée. On avait fait, par exemple, avant l'été, des campagnes avec une géolocalisation plus sur le sud de la France. On fait aussi des campagnes radio qui vont nous aider vraiment de manière très localisée. Et après, on peut avoir aussi la campagne plus, on va dire, terrain. L'année dernière, par exemple, on avait fait un petit shop-up tour pendant quelques jours sur des zones... très balnéaire. On était par exemple à Guérande, on était sur la côte atlantique où là on avait une présence aussi en magasin pour présenter un petit peu plus le service. Donc on essaie. Et c'était des campagnes qui toujours sont à destination de l'acquisition de co-transporteurs. Oui. C'est-à-dire que ton message, c'est participer à l'aventure Shopopop en devenant co-transporteur vous-même. Oui. Alors après, les messages, on essaie de les varier aussi assez régulièrement sur la partie créative. Nouvelles vidéos, nouveaux photos. On a un studio design, entre guillemets, qui est aussi dans l'équipe, la partie communication. Et du coup, qui travaille régulièrement pour changer aussi les designs, vu qu'on a des campagnes qui tournent en fil rouge, on va dire, en fonction des zones. Et on adapte aussi nos messages en fonction de la saisonnalité, etc. Et après, on a des campagnes qu'on va appeler un petit peu plus, on va dire, boost, justement pour venir renforcer des zones, notamment en France, où, entre guillemets, on a des personnes sur tout le territoire. Maintenant, on est très bien implanté. Donc, on va faire plus des campagnes un petit peu plus boost pour soutenir une activité à un moment ou un autre, par exemple. Et ça nous permet, par exemple, cette semaine, on a eu la Saint-Valentin. Ça nous permet des journées comme la Saint-Valentin où il y a énormément de livraisons de fleuristes, de pouvoir les absorber sans trop de soucis, puisque la communauté, elle est déjà en place et elle est aussi préparée. Donc, il y a ce volet aussi... D'anticipation, d'activation, d'anticipation des moments forts. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'en fait, vous exploitez au maximum tous les canaux qui sont géolocalisés ou géolocalisables. Et ce qui fait pas mal, parce qu'effectivement, avec la télé segmentée qui était... qui vient d'arriver, je dirais que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la plupart des canaux d'acquisition sont facilement géolocalisables, et là-dedans, quel est celui qui marche le mieux? Alors, c'est peut-être un peu une question un peu vaste, mais celui qui te permet la plus grande flexibilité, je suppose que c'est Meta. Donc, première question, c'est donc tous les canaux, vous avez testé et vous opérez tous les canaux qui sont géolocalisés. Est-ce que c'est est-ce qu'il y en a un qui est plus simple, ou voilà, quel est ton retour sur cette diversité de canaux géolocalisés? Alors, je ne sais pas si on les a tous utilisés,
Mais on fait régulièrement des tests. Donc, je parlais du Bon Coin. On a fait des tests sur Waze, par exemple, aussi, qui propose un ensemble de services publicitaires. On passe par des services médias de radio, etc. aussi. Néanmoins, on avait voulu tester TikTok, mais qui était beaucoup moins avancé en termes de géolocalisation, qui maintenant est un autre niveau, entre guillemets. Donc, ouais, il y a une multitude. En fait, il faut que la géolocalisation soit assez précise, parce que souvent, quand on va faire des campagnes, on va viser un rayon de X kilomètres autour des points de vente, par exemple. Sinon, ça nous donne des co-transporteurs. Alors, ça peut être intéressant, mais qui ne sont pas forcément de qualité, on va dire, pour le besoin qu'on souhaite. On a testé aussi, par exemple, de la publicité en station essence. Il y a des vidéos, des fois, qui sont là quand on fait le plein. Bon, bah voilà, on avait mis en place des vidéos à cet endroit-là, justement, parce que la personne, elle est là avec sa voiture, on sait où c'est géolocalisé. Donc, on teste en effet différentes initiatives. Après, on est principalement, en effet, sur du méta. Ouais, parce que méta, par design, tu peux vraiment... en fait, partir, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tu pars, en gros, de ton point de vente et tu vas faire un radius autour de ton point de vente et c'est là-dessus que tu vas concentrer tes efforts d'acquisition, ce qui te permet de délimiter ta campagne physiquement, puis j'imagine en cost, parce que tu sais exactement si tu as une bonne idée de ton CAC, tu sais exactement, en gros, combien tu devrais dépenser pour remplir ton quota de co-transporteurs. Ouais, c'est ce qui permet la géolocalisation la plus précise sur Meta, avec les différents critères qui seront les critères sociodémographiques et géographiques. C'est là où ça nous permet en effet d'être le plus précis. Et maintenant, en France, on bénéficie aussi entre guillemets, de l'organique qui est drainé. Ou quand on a des passages télé, par exemple, etc., on voit bien les courbes qui augmentent. On a parfois des influenceurs qui parlent de nous aussi, etc. Donc, on observe ces courbes, on va dire, d'installation de téléchargement. Après, l'enjeu, c'est aussi que ces courbes, ces pics d'installation se reflètent dans ce qu'on appelle, nous, l'activation, c'est-à-dire qu'il y a télécharger l'application, mais derrière, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse les livraisons. Donc, il y a aussi tout un travail d'une partie de l'équipe marketing pour convertir ces co-transporteurs comme on convertit un lead commercial. C'est à peu près la même chose. Oui, c'est un schéma d'activation. Et avant de parler de ce sujet qui va mener, je pense, stratégie et outils, tu es capable, parce que tu parles des stations-service, c'est marrant, tu es la première personne qui me parle de campagne dans une station-service. On met différents types de campagnes, en effet, du traditionnel. C'est marrant. Et tu remontes un CAC là-dessus, ou est-ce que... alors moi qui ai fait un épisode là-dessus, je suis assez sceptique sur le fait de pouvoir calculer au centime près, mais tout ce qui est radio... comment dire, vous avez des méthodes de calcul de coût d'acquisition sur ces canaux qui sont traditionnellement moins data-driven et héroïstes au stricto sensus? Non, là, c'est plus compliqué. Par exemple, là, le cas de la station-service, je me rappelle de l'exemple parce qu'on l'a fait en Espagne l'année dernière, par exemple. Là, c'était plus un ressenti parce qu'on ne pouvait pas forcément le quantifier. Donc, c'était plus en support d'autres actions conjointes pour accélérer la notoriété sur une zone, mais c'est plus compliqué de le mesurer. Pareil, sur de la radio, c'est un petit peu plus compliqué de le mesurer vraiment, le voir directement dans les chiffres. Donc, c'est plus pour supporter le reste des actions et diversifier un petit peu. D'accord. Et effectivement, c'est ce que j'ai tendance à appeler l'effet cumulé, notamment dans les billards, c'est que tu te dis, si je cumule, ce qui est vraiment une bonne définition du mix, c'est-à-dire que j'ai mon backbone qui va être méta, puis je vais rajouter d'autres canaux pour maximiser les chances de finalement faire baisser le CAC sur ma campagne traquée à fond, qui est celle de méta, mais tu ne vas pas de la valeur contributive de la télé dans les stations-service, c'est vraiment un super bon exemple. Tu ne vas pas courir après la définition, c'est plutôt qu'à partir du moment où ça représente dans ton mix et dans tes dépenses pas plus de N%, du coup, ça s'englobe dans un budget global. C'est-à-dire que tu ne fais pas un all-in sur des téléstations-service, parce que là, tu serais perdu. Entendu. Non, on a à peu près notre budget d'acquisition sur l'année qu'on connaît, qu'on dispatche notamment sur les canaux digitaux. Et puis, à côté, on a une réserve, on va dire, pour tester d'autres initiatives. Top. Alors, tout ça nous mène, comme souvent dans ces discussions d'ailleurs, à un sujet dual qui sont
les outils et la data pour avoir une stack, donc vraiment pour arriver à maîtriser cette multidimensionnelle, parce qu'il est compliqué ton marketing. Tu as du B2B, du B2C, du B2B2C, appelons-le comme on veut, géolocalisé, multicanal, il faut avoir de la data, il faut avoir des outils. Qu'est-ce que vous avez comme stack pour vous assurer que cette couverture, enfin, en tout cas, cette logique, ou l'équation, on va dire ça comme ça, soit maîtrisée, parce que c'est quand même relativement complexe versus du B2B et du B2C classique. Alors, on a beaucoup d'outils, justement. On essaye des fois de rassembler. Ça ne m'étonne pas. On a beaucoup d'outils. On a, par exemple, pour le suivi mobile, on utilise Adjust, notamment, pour le suivi de l'attribution. Après, on a des outils aussi de BI en interne qu'on utilise. On a une équipe data dans notre équipe produit sur des outils comme Metabase ou Click qui nous permettent de suivre tous ces datas de co-transporteurs, etc. On utilise Piwik aussi. On a changé de Google Analytics, on est passé sur Piwik pour le suivi. On a des suivis spécifiques, par exemple Firebase, qui sont spécifiques à des applications mobiles. Et après, on a des outils CRM. Alors, on a en effet du CRM B2B d'un côté, HubSpot. On a du CRM B2C de l'autre côté. Enfin, qu'on utilise majoritairement pour B2C, mais qu'on pourrait utiliser pour du B2B, qui est Braze, par exemple. Voilà. Et on a fait un travail... on essaye d'uniformiser un peu nos outils en utilisant CDP Segment. Donc, ça veut dire je ne vais pas tout citer, mais c'est les principaux aujourd'hui, parce qu'il y en a d'autres, mais... Après, c'est des noms qu'on connaît, mais c'est vrai que tu te parles d'avoir d'un côté HubSpot, de l'autre côté Braze, avec Segment, tu dois avoir un data lake relativement important. Est-ce qu'il est important que que ces outils communiquent entre eux, qu'un HubSpot communique avec un Braze, par exemple? Est-ce que ça, la liaison des outils entre eux est aussi un gros challenge, où tu peux éventuellement un peu opérer en silo relatif tes différentes opérations? C'est un gros challenge de l'année qui s'annonce parce que justement, ça opère pas mal, ça opère un peu en silo. J'ai pas cité, mais on a aussi par exemple Zendesk pour du service client, par exemple. On utilise, c'est pour ça qu'on a lancé le projet aussi Segment dans l'entreprise il y a déjà 1 ou 2 ans, pour essayer de rationaliser justement tous nos data qui circulent, parce qu'on a les data qui circulent dans nos propres outils, et qu'on veut mettre au service d'outils comme HubSpot, Braze, etc., pour en effet avoir des messages plus pertinents. On utilisait par exemple avant Sendinblue, donc qui s'appelle maintenant Brevo, pour la partie envoi d'email, par exemple, pour nos communautés. Et on a fait le choix justement de passer sur un outil comme Braze qui est plus puissant et qui nous permet d'avoir un même outil les différents types de canaux pour toucher notre communauté. Aujourd'hui, on l'applique, c'est vrai, plus pour l'application mobile, mais on peut totalement, on envisage aussi de s'en servir pour nos autres outils. Et c'est un travail qu'on fait parce que je pense, comme de nombreuses startups qui se lancent, on teste les différents outils, chaque équipe veut son outil, sauf qu'au bout d'un moment, on cumule les outils, on cumule les licences et chacun sort les données de son côté. Donc là, l'objectif, c'est de rationaliser ensemble pour qu'on parle de la même chose. Et que tu arrives à unifier les données. Et que tu parles de Braze, c'est intéressant parce que moi qui utilise aussi Brevo, petite pub gratuite, mais c'est un outil qui est très bien parce que précisément, il est simple de prise en main. Puis ils ont progressivement ajouté des briques de produits, de la capacité de faire des landing pages. Mais il y a 2 choses qui me surprennent. Et de fait, je pense que le changement vers Braze a dû être motivé par ça. C'est le côté ultra segmenté, notamment géographiquement, et puis le côté multicanal, c'est-à-dire que l'app est centrale dans votre dispositif. Il n'y a pas à ce jour d'outils, ou alors j'ai pas encore vu, de notifications qui marchent sur Brevo. Donc, je me dis quand même, vous avez dû un peu torturer la machine pour pouvoir lui faire ce que vous vouliez, parce que ça me paraît assez d'intuition. Ne pas être un outil qui répond à l'intégralité de vos besoins. Et à contrario, est-ce que Braze te permet de faire et de la notif et de l'envoi d'email et d'activer plusieurs canaux?
Parce que je répète, vous avez d'un côté, vous avez l'app qui est quand même votre principal vecteur de génération de courses. Du coup, comment est-ce que, comment est-ce que l'outillage, tu l'as progressivement ajusté à vos besoins? Par exemple, avant, en effet, pour les notifications, on utilisait un autre outil qui s'appelle OneSignal, Ouais. qui était push et notification. Et l'objectif, quand à l'époque le choix a été fait justement de passer sur Braze et en utilisant Segment, c'est justement de tout avoir dans un même outil pour que les équipes marketing soient autonomes aussi vis-à-vis des équipes techniques. C'est-à-dire qu'avant, les notifications passaient par des choses en dur ou via OneSignal, mais qui est un peu plus complexe. Et là, l'objectif en utilisant un outil comme Braze, c'est que mes équipes marketing, elles puissent reprendre la main facilement et ont à disposition, c'est l'avantage de Braze. Alors, c'est sûr que c'est un outil assez complexe à prendre en main. C'est aussi pour ça qu'on a aussi, entre guillemets, des experts au groupe qui aident les autres pays à les utiliser, parce que s'il faut former tout le monde à un même niveau d'expertise sur un outil comme Braze, c'est pas simple. Et dans Braze, on a en effet les emails, on a les notifications, on a ce qu'on appelle les messages in-app, on a une fonctionnalité aussi qui sont des content cards, donc des messages pop-up qui se mettent directement dans l'application. Et l'avantage, c'est qu'on peut tout contrôler depuis Braze. Alors, au prix de certains quand même développements techniques qui ont permis via Segment, qui permettent de remonter les différentes données qui transitent dans notre SI. Mais une fois que tout est en place dans Braze, c'est en effet quand même un outil très puissant qui nous permet de faire des audiences assez fines. Et du coup, si on veut pousser, alors il y a des notifications du quotidien, on va dire, qui sont liées à notre produit, mais on permet aussi, par exemple, à l'équipe communication qui voulait faire des campagnes spécifiques au moment de Noël pour un calendrier de l'Avent, ou alors pousser des choses pour la Saint-Valentin, etc. On a totalement la main, nous, côté marketing et équipe communication, pour travailler nos messages, etc., directement dans l'outil. Et alors, donc, je retiens quand même que vous êtes très outillé. C'est-à-dire que tu as cité, moi, il y a beaucoup de ces outils que je n'ai pas ou partiellement, parce que Liligo a probablement justement un modèle opératoire de marketing plus simple. Dans ces sujets-là, la collaboration avec les équipes IT, produits, doit être clé, parce que toi, tu as une idée de ce que tu veux faire avec Braze, mais comme tu l'as très justement souligné, et qui est souvent le cas quand on a des outils qui sont capables de faire plein de choses, c'est que leur implémentation peut vite être un casse-tête, ou en tout cas doit être le fruit d'une collaboration avec la technique, parce que sinon, sinon tu ne pousses pas le modèle à sa meilleure efficience. Là-dessus, c'est quelque chose qu'il a fallu travailler, ou c'est quelque chose dans lequel, qui est naturel chez Shopopop, ou voilà, comment est-ce que vous gérez, pour dire ça autrement, le défi de la collaboration d'une équipe IT et marketing qui, en soi, pourra donner lieu à beaucoup d'épisodes de podcast, je pense. Oui, on pourrait faire un épisode dédié. Alors là, ça roule plutôt bien. Après, ça n'a pas, ça a pas été toujours fluide, entre guillemets, parce que moi, quand je suis arrivée chez Shopopop, le projet d'implémentation de Segment Braze était déjà acté, avait été lancé. Sauf qu'on n'avait pas estimé que c'était aussi complexe au vu à l'époque de la composition des équipes, que ce soit technique, produit, marketing, et qu'on allait y passer autant de temps. Et ce qui a été compliqué, c'était que c'est des outils qui, entre guillemets, servent à toute l'entreprise. Enfin, un Segment, c'est pour tous les couches de l'entreprise. Un Braze, c'est pour marketing, mais aussi pour le produit. Mais c'est vraiment un projet qui a été poussé plus par les équipes marketing. Et du coup, il a fallu faire sa place dans la roadmap produit et technique. Voilà. Donc, après, on travaille plutôt bien avec les équipes produits qui se sont staffées aussi au fur et à mesure des années, avec des PO qui sont arrivés. On a mis des rituels en place. On a à certains moments fait appel aussi à des prestats externes pour nous guider, pour donner un petit peu de vélocité à l'ensemble du projet, pour faire avancer les choses, donner un coup de pouce. Et ça nous a permis de faire, on va dire, toute la partie build. Maintenant, on est plus dans le run. Donc, ces projets d'implémentation pour les outils marketing sont intégrés dans les roadmaps trimestriels du produit comme un développement à part entière. Après, c'est sûr que si on avait X développeurs et X produits en plus à notre disposition pour faire que du marketing, ça serait encore mieux, mais on ne peut pas toujours l'avoir. Mais du coup, voilà, ça a en effet pris un
un peu de temps. Il y a eu pas mal d'évangélisation aussi en interne à faire, parce que nous, on était convaincus de la puissance de ces outils. Et quand les personnes ne sont pas à l'origine des projets, il a fallu aussi expliquer en interne, au lancement du projet, pendant le projet. Et maintenant où on récolte entre guillemets les fruits, où les gens se rendent compte de toutes les optimisations qu'on peut faire, etc., on continue aussi d'évangéliser pour montrer que l'outil est puissant et apporte des grands bénéfices aussi à l'ensemble de l'entreprise. Des bénéfices aussi, on va dire, des gains financiers parce qu'on optimise la communication avec notre communauté, on optimise la réactivation, etc., la rétention. Est-ce que sur ce sujet, en passant de la collaboration réussie avec une équipe produit et une IT, tu as des conseils, des hacks ou un retour d'expérience? Parce que je pense que c'est un sujet qui se pose chez pas mal de monde. Si tu avais quelques recommandations à faire, quelles seraient-elles? Là, la recommandation, c'est par exemple on avait fait l'exercice l'année dernière, on l'a refait encore plus cette année. On s'est conjointement mis d'accord sur des objectifs communs. Ok. Côté B2C, par exemple, on a fixé nos objectifs ensemble entre équipe produit et équipe marketing. On va atteindre tel pourcentage d'activation de nos co-transporteurs, tel pourcentage de rétention, etc. Et du coup, on est aligné parce qu'on travaille on a le même objectif. Et on se fait Vous arrivez à aligner vos objectifs d'équipe? Pas tous, parce qu'on en a d'autres et eux, ils en ont d'autres. Mais on a des objectifs communs et du coup qu'on a alignés. Et on a des sortes de rituels où on se voit tous les 3 semaines, tous les mois, pour voir comment on a avancé. Ça a donné quoi les chiffres du mois dernier et surtout quelles sont les actions de chaque côté. Et c'est ça qui, je pense, nous permet en tout cas d'aller vers un meilleur alignement parce qu'on a le même cap, on va dire, ensemble. Après, forcément, les équipes ont chacune aussi d'autres projets qui se greffent. Donc, le produit a par exemple une très grosse roadmap, donc il faut qu'ils essayent de tout caler. Mais d'avoir au moins quelques objectifs communs, ça a permis aussi de rassembler et de faire communiquer aussi les équipes entre elles. Et ça, c'est, je pense, aussi important parce que on peut chacun nourrir des rancœurs de son côté en se disant mais je comprends pas pourquoi ils font pas ça alors que c'est essentiel pour nous. Oui, mais en fait, eux, c'est pas du tout la direction qu'on leur a donnée. Donc voilà, l'objectif, c'est on a préparé nos objectifs ensemble, on les a présentés ensemble à la direction. Ils ont été validés, on était tous autour de la table. Et comme ça nous permet d'avancer dans la même direction. Canon, très clair. Je pense que c'est de toute façon ce vers quoi il faut essayer de tendre. Mais bon, c'est vrai que tu parlais de build et le run. C'est-à-dire que quand on arrive à un moment donné en run, il y a un peu une obligation à avoir au moins réussi à harmoniser le travail des équipes. Maintenant, harmoniser le travail des équipes, qui va être notre dernier sujet, c'est plutôt sur comment, quand on a justement apporté sa proof of concept, voir qu'on s'est même bien développé sur son marché domestique, à travers le modèle d'acquisition, parce que je reviens sur ces co-transporteurs qui sont vraiment le nerf de la guerre de ton acquisition, comment est-ce que tu adaptes ce modèle qui a fait sa preuve en France dans des pays qui peuvent être assez différents en canaux, en CAC, en plein d'éléments ou sous-ensemble du marketing. Comment tu l'adaptes au Benelux, à l'Italie et à l'Espagne, justement? Disons qu'on a la partie importante qui est la collaboration entre les équipes. Donc, on a le marketing group qui va donner le cadre, les guidelines, qui va essayer de mettre les équipes quand elles débutent sur la voie. C'est-à-dire qu'on a eu tendance des fois au tout début, entre guillemets, à ouvrir chaque pays comme si c'était une nouvelle entité, on repart de zéro. Et c'est ce qu'on veut essayer d'éviter. C'est-à-dire j'ai rédigé aussi un playbook, c'est-à-dire quand le pays se lance, c'est ça les premiers jalons, c'est ça les premières étapes à faire, etc. Donc, on a un cadre commun et on a testé aussi justement que ces campagnes d'acquisition, par exemple Meta, ça fonctionnait aussi dans d'autres pays. Alors après, il faut adapter des fois le visuel, forcément le message, etc. Mais le canal, en fait, il marche aussi dans les autres pays. Donc en fait, on fixe le grand cadre à l'intérieur duquel ensuite les field marketing managers adaptent, localisent, on va dire, les choses. Après, on le fait aussi sur la partie B2B, etc. Il faut toujours... mais on n'applique pas stricto sensus, on va dire, exactement la même chose qu'on a faite parce que le marché
n'est pas forcément le même. Toutefois, sur les canaux, ce qu'on peut noter des différents pays qu'on a ouverts, on arrive quand même à utiliser globalement à peu près les mêmes canaux. Par contre, D'accord. on n'attend pas, moi je ne vais pas attendre de mes marketing managers dans les pays d'avoir un coût par install qui soit aussi bas que celui de la France, parce qu'eux, ils n'en sont pas au même stade. Eux, ils sont chaque semaine en ouverture de nouvelles zones, etc. Donc forcément, leur coût va être beaucoup plus élevé. Et entre guillemets, aujourd'hui, on ne les attend pas sur l'optimisation du coût. Aujourd'hui, on attend que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y ait des co-transporteurs pour récupérer les livraisons. Et la partie optimisation que je vais demander, par contre, en France, elle arrivera plus tard. On ne met pas les mêmes D'accord. exigences non plus. Je ne mets pas le même niveau d'exigence. Quand on a commencé, on pensait des fois à tort, justement, qu'on pouvait demander exactement la même chose à chaque pays au même moment. Et là, c'est là où on s'est un peu trompé, notamment, par exemple, à pouvoir des fois pousser certains outils, certains process dans les pays, alors qu'en fait, ils n'étaient pas prêts, eux, ils n'en étaient pas du tout là. Et en fait, il y a forcément une courbe d'apprentissage. Je pense que ce qui est toujours intéressant dans l'internationalisation, c'est que ça change l'interne et l'externe. C'est-à-dire que l'interne, il faut avoir des nouveaux collaborateurs ou des nouvelles responsabilités, des nouvelles organisations. Puis en externe, effectivement, même si on peut bénéficier, enfin, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'on peut bénéficier de tout ce qu'on a appris pendant les 1, 2, 3, 4 ans où on opérait sur un seul marché. Malgré tout, il y a une courbe d'apprentissage qui est inévitable et qui va t'amener potentiellement à voir si tu as la maturité sur ces marchés-là, mais à les opérer un petit peu différemment. Quand bien même les canaux seraient les mêmes, et je pense que c'est les mêmes parce que l'État est présent partout. En revanche, tu as peut-être à la marge des choses qui vont fonctionner différemment. Et c'est très intéressant de se dire, il ne faut pas croire que parce que ça marchait en France, ça marchera de la même manière dans d'autres pays. Ça, en tant que responsable de la French Tech à Barcelone, je connais très bien ce réflexe et qui, en même temps, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est comme l'entrepreneuriat en règle générale. Tu as besoin d'avoir un peu cette inconscience pour te lancer. Parce que si on te dit, alors la différence entre deux pays, voilà, toute la somme de toutes les différences, peut-être que ça peut te réfréner, mais en tout cas, voilà, il faut revenir à une courbe d'apprentissage classique, un peu boostée quand même par ton expérience, mais qui est inévitable. Oui, on a l'avantage du coup d'avoir dans nos deux cofondateurs des personnes qui sont plutôt justement optimistes, confiantes, et du coup qui osent et qui disent on va ouvrir les pays, etc. Donc ça nous permet de nous lancer. Et après, en effet, on a quelques années de recul sur certains pays lancés, ou certains on a fermé parce que, par exemple, le marché n'était pas prêt, ou certains d'autres, comme je disais, où on a voulu à un moment, on s'est dit, on applique ce qu'on fait en France, hop, on le met exactement pareil dans le pays. Et en fait, Ouais. même si on est sur des pays européens, plutôt similaires, tout se passe pas forcément pareil parce que chaque marché a quand même ses petites spécificités. Sur notre marché de la livraison à domicile, tous les pays n'en sont pas non plus au même niveau, n'ont pas les mêmes habitudes de consommation aussi. Les drives ne sont pas développés au même niveau, etc. Par contre, on essaie justement de profiter de l'essor qu'on a en France, de capitaliser sur des use cases qu'on a déjà fait en France avec des grandes enseignes et de le montrer à d'autres pays qui, eux, des fois, regardent justement des grandes enseignes en France en se disant « Ah ouais, ce qu'ils font là, c'est quand même pas mal, etc. » Et du coup, on s'appuie aussi sur des succès d'autres pays. Par exemple, quand on est en Belgique, on s'appuie sur certains succès qu'on peut avoir transfrontaliers pour leur montrer « Regardez, telle marque dans tel pays fait telle chose. » Ou alors, on travaille avec des enseignes qui sont les mêmes dans les différents pays, mais qui en fait communiquent pas forcément très bien ensemble. Donc nous, on essaye de leur montrer, écoutez, avec votre même enseigne dans tel pays, on a réussi à le faire. Je pense Ça fonctionne? Tu arrives à créer cette espèce de capillarité entre tes clients ou centrales de clients? pour certaines marques, alors on a un responsable expansion justement qui travaille sur le sujet. Pour certains grands comptes, on essaye des fois de capitaliser sur on a un bon contact en France, est-ce qu'on peut avoir le contact en Italie, peut-être qu'on peut se parler, etc. Ça marche pas toujours parce que ça reste quand même assez Ouais, cloisonné par pays quand même. ouais. Alors on essaie Et de alors, capitaliser, mais ouais, disons que c'est pas un modèle forcément prédictible là-dessus. Et alors, parce que je vois que leur fil, quel est ton retour d'expérience sur différents pays? Est-ce qu'il y a des choses qui sont très différentes entre les trois pays, enfin entre les quatre pays, mais en prenant les trois pays internationaux, s'il y a une anecdote ou quelque chose qui t'a surpris entre ces pays dans les opérations marketing, que ce soit justement, tu disais un truc très intéressant sur
la maturité du drive, est-ce que, j'imagine que ça a un impact assez fort sur votre activité. Il y a quelque chose dans ces pays qui t'a un peu surpris au moment où tu as lancé ces opérations? Alors, je vais partir sur un pays, l'Allemagne, qu'on n'opère plus aujourd'hui. En fait, on l'a lancé, on l'a pour l'instant mis en pause, parce que pour nous, l'Allemagne, c'est un énorme pays en termes de chiffre d'affaires e-commerce, mais sur certains aspects, n'est pas très digitalisé. Et par exemple, nos équipes nous expliquaient, par exemple, les Allemands ne font pas confiance à Facebook, à Meta. Donc, c'est très compliqué de les avoir par Facebook. Et par contre, ce qu'il faut faire en Allemagne, c'est du print, c'est-à-dire qu'ils vont faire confiance s'ils voient des affiches, etc. C'est hyper intéressant. Et on était assez surpris parce qu'on a la vision, enfin, quand on voit de loin les chiffres e-commerce, il y a plein de startups qui se lancent en Allemagne, etc. Et en fait, selon certaines zones aussi du pays, c'était assez compliqué et certains magasins n'étaient pas si digitalisés qu'on pouvait le penser de notre vue française. Et en effet, beaucoup de réticence, de manque de confiance sur certains canaux digitaux, par exemple. Ah ouais, c'est Mais intéressant. on s'y attendait pas vraiment. Voilà. Non, ouais, c'est marrant parce que moi, j'ai eu cette expérience il y a des années avec l'Allemagne sur l'email marketing où quand on envoyait un email marketing plus ou moins sollicité, c'était bien avant la GDPR, tu recevais des lettres d'avocats. Et c'est vrai que la confiance, tu as raison, c'est un truc. Alors en plus, non seulement ils ont du mal à faire confiance, mais alors faire confiance à une boîte française, voilà, mon Dieu. C'est aussi le parti pris qu'on a, enfin, c'est le parti qu'on a pris d'implanter à chaque fois un bureau en local aussi, parce que pour discuter avec des grandes enseignes qui sont, c'est vraiment plus du terrain. On s'est dit que ça allait être compliqué de le faire uniquement depuis la France, et c'est pour ça qu'on a pris le parti dans chaque pays d'avoir des équipes sur place qui discutent dans la langue, qui connaissent les particularités, qui font du networking, etc. Super intéressant. Oui, effectivement, parce que business, quand on dit géo-targeté, c'est aussi géo-targeté, on va dire géoculturellement targeté. Pour terminer, ta perspective sur ce qu'on peut nommer l'économie collaborative, est-ce que tu vois, il y a des boîtes il y a des boîtes dans la livraison, purement dans la livraison chez le particulier. Il y a plein d'initiatives dont on dit toujours que donc BlaBlaCar était l'initiateur de cette économie collaborative. On en est où selon toi? C'est-à-dire, est-ce que c'est en train de profondément changer nos modes de consommation? Est-ce qu'il faut que ça augmente? Est-ce que tu as une perspective sur où sera le marché, disons, en 2030, sur toutes ces initiatives donc collaboratives et qui font que il y ait de l'entraide tout en ayant de la microtransaction, mais il y a malgré tout vraiment une notion de solidarité et de collaboration? C'est compliqué de se projeter, je ne vais pas faire trop de projections, mais je vois bien que ce soit le Shopapop ou d'autres startups dans le même sens, il y a eu quand même une volonté aussi de l'ancrer au cœur de la vie. Enfin, là, je parlais de la France. Il y a beaucoup de textes légaux aussi qui maintenant cadrent l'économie collaborative, des textes français, mais aussi des textes européens. Et du coup, ces textes légaux, alors des fois, peuvent paraître restrictifs, mais en fait, c'est des textes qui nous aident parce qu'ils nous permettent de créer un marché, créer un modèle et de donner confiance. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, c'est un marché qui, en fait, existe, qui est régulé, qui répond à des normes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça nous protège en un sens, ça protège aussi le collaborateur et les consommateurs. Et ça, du coup, je trouve que ça s'inscrit de plus en plus, toute cette économie collaborative, etc., qui est plus encadrée et qui permet justement d'éviter des filouteries ou d'éviter que ça dégénère en travail caché ou des choses comme ça, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, quelque part, tu dis que le lobbying vous est utile, dans le sens où le lobbying et la réglementation vous est utile parce que donne un cadre qui va vous permettre de vous développer en empêchant un certain anarchisme tel qu'on a pu considérer que ça a commencé comme ça. Et finalement, vive la loi dans un certain sens. Et que vous, ça vous aide plus que ça nous met des bâtons dans les roues. Oui, et puis ça nous apporte aussi de la crédibilité auprès de certaines grandes marques et enseignes qui sont habitués à des modes de transport, des logistiques traditionnelles, on va dire, qui, par la force des choses, sont poussés vers ces nouveaux modèles parce qu'eux aussi doivent inscrire au cœur de leur nouvel ADN la partie impact, RSE, etc. Et du coup, on est porté aussi par ces cadres légaux qu'ils doivent appliquer. On a l'avantage de s'inscrire dedans. Nous, on a par exemple maintenant une personne qui est
en charge de l'impact chez nous. Et on voit bien dans toutes les discussions avec les grandes enseignes que c'est des questions maintenant qui reviennent à chaque fois. Ouais. La partie impact, RSE, etc. Et du coup, d'y mettre un cadre, c'est vrai que ça nous crédibilise et ça nous impose comme un vrai modèle, c'est-à-dire une vraie société sur laquelle les grandes enseignes peuvent s'appuyer et qui peut concourir avec de la logistique plus traditionnelle, on va dire. Super. Merci beaucoup Audrey. Ça y est, on a presque touché l'heure des discussions. C'était super intéressant, puis vraiment intéressant de vraiment d'essayer de décortiquer enfin, en surface, mais tout de même un modèle complexe et singulier. On va réécouter ça avec grand plaisir et puis sans doute projeter de se réinviter pour parler un peu de cet avenir-là et parler de nouveaux pays et de nouveaux projets avec vraiment un grand plaisir. Et merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, d'avoir pu présenter au plus grand nombre le modèle Shavopop. À très bientôt. Merci, au revoir.